So remember, our topic for discussion during this panel discussion is going to be listed and unlisted assets, how to create more value. Listed and unlisted assets, how to create more value. Ok. Vous avez votre micro. So this discussion is going to be focused on listed and unlisted assets, how to create more value. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être de retour à Abidjan. Donc merci à Jean-André, Sherpa Partners, pour l'invitation, pour la conférence, encore une année supplémentaire. Donc me voilà de retour à PES 2025 pour modérer ce panel sur un sujet qui me passionne, donc la création de valeur dans les actifs cotés et non cotés. Donc moi, je suis Adil Lecrafi, je suis le CEO d'Alfic, donc c'est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Je suis également cofondateur et administrateur d'un club d'investisseurs de la diaspora marocaine qui investit dans les startups africaines de manière générale. Donc créer de la valeur, c'est un enjeu fondamental qui relie investisseurs, entrepreneurs et marchés. Mais selon qu'on parle d'actifs cotés ou non cotés, bien évidemment, les dynamiques peuvent être très différentes, surtout dans le contexte africain qui a ses spécificités, qui a ses défis, mais aussi ses opportunités propres au continent. Donc, pour explorer cette thématique, je vais m'appuyer sur trois experts que je vais présenter brièvement. Donc, Myriam Bensalah, professeure à l'université de Caen-Normandie, consultante en investissement. Monsieur Viceo Thierry Niasuno, cofondateur d'Adiwale Partners, et Hervé Gérard-Rio, DG de Phoenix Asset Management, président de l'association des alumni London Business School. Donc voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, bon, je vais demander à nos panélistes de se présenter eux-mêmes assez brièvement, parce qu'on m'a dit qu'on a pris un petit peu de retard, donc on ne va pas trop s'étendre. Myriam. Je commence. Bonjour, merci à tous. Donc, je suis Myriam Bensalah, je suis maître de conférence en gestion, spécialité finance à l'université de Caen-Normandie, donc en France. Et depuis quelques années, je suis consultante en investissement pour des entreprises qui veulent s'installer en Afrique. Donc, je les accompagne dans l'étude de leurs projets et dans la levée de fonds aussi. Donc, j'ai affaire à des entreprises qui cherchent aussi à des private equity pour rentrer dans leur capital. Voilà brièvement. Parfait, merci. Viceo. Merci. Donc moi c'est Viceo Niasuno, cofondateur de Adiwale Partners et Managing Partner. Adiwale, nous gérons un fonds qui cible l'Afrique de l'Ouest francophone et nous faisons trois secteurs prioritairement, tout ce qui est lié à la consommation, aux services aux entreprises et à l'industrie. Et nous ciblons vraiment les grosses PME. Merci. Hervé Gérard-Rio, je pense que Adil a fait une belle intro. Merci Adil. Alors, je suis directeur général de Phoenix Asset Management et le CEO du groupe First Capital et Phoenix. Alors, c'est un groupe qui est composé d'une banque d'affaires qui fait donc des levées de fonds, du project finance et des fonds thématiques. Et par ailleurs, qui a un pôle asset management, par ailleurs une EG et un fonds private equity. On a un modèle de one-stop shop business sur la place. Alors avant cette expérience-là, effectivement, ça fait 1 an, j'étais un peu plus de 20 ans dans les salles de marché des Sociétés Générales, à Paris, à Londres et à New York, avant de revenir et être happé par le pays. Merci Adil.
Très bien. Bon, alors, honneur aux dames. Pour commencer, j'aimerais poser la première question au professeur Bensalah sur un thème assez général. Que nous dit la littérature académique sur la performance, sur les différentes catégories d'actifs dans les marchés émergents et notamment en Afrique? Alors, la littérature financière, si je commence déjà à faire la différence entre entreprises cotées et entreprises non cotées, sans que ce soit nécessairement en Afrique, il y a une vaste littérature avec des études empiriques qui montrent que les sociétés cotées sont mieux valorisées que les sociétés non cotées, qui, elles, souffrent d'une décote d'illiquidité et d'opacité. Mais ces études, elles sont faites surtout sur des marchés développés, donc des marchés efficients. Or, en Afrique, il y a plein d'études empiriques aussi qui ont testé l'efficience des marchés et qui ont abouti à la conclusion que le marché n'était pas efficient, en tout cas n'était pas encore efficient, même au sens faible de l'efficience. Si on prend la définition de Fama, c'est-à-dire, alors, un marché efficient, c'est un marché qui montre l'information, qui avale l'information et qui la montre dans les prix assez rapidement. Et l'efficience la plus petite, le niveau le plus faible, on va dire, c'est l'efficience de forme faible. Elle dit que si un marché est efficient de forme faible, il n'y a pas d'autocorrélation dans les prix. C'est-à-dire que si je regarde les prix passés, l'historique des prix, je ne peux pas deviner comment vont évoluer les prix. Or, sur les marchés africains, sur une grande partie des marchés africains boursiers, il y a une autocorrélation entre les prix, donc une corrélation sérielle qui montre que le marché n'est pas efficient. Donc, on ne peut pas dire que les sociétés cotées bénéficient d'une bonne valorisation, loin de là. Donc ça, c'est un point pour les sociétés non cotées, puisqu'elles sont loin de la valorisation du marché, qui du coup n'est bonne que lorsque le marché est efficient. Il y a d'autres aspects qui ont été étudiés par la littérature financière, et notamment dans les marchés boursiers asiatiques, on a regardé quel était l'impact du pourcentage du capital social détenu par l'actionnaire majoritaire dans la valorisation des entreprises cotées. Et on a vu que donc l'étude en question montre qu'il y a une décote très nette et significative de 15% dès que l'actionnaire majoritaire détient plus de 20% du capital social. Si on transpose ça en Afrique, on sait que les sociétés sont majoritairement des PME familiales. Et donc, quand elles s'introduisent en bourse, c'est très difficile de se défaire de plus de 80% du capital et donc du contrôle de la société. Donc, on peut dire que si on s'introduit en bourse, enfin, on peut ramener l'étude sur les marchés asiatiques, sur le marché africain aussi, parce qu'il y a ces similarités-là. Donc, il y a 2 points pour les sociétés non cotées et contre les sociétés cotées. Si on rajoute le fait que les sociétés non cotées peuvent être détenues en partie par des private equities ou des venture capital, là, on penche nettement vers une préférence pour les sociétés non cotées. Parce que les sociétés détenues par des venture capital bénéficient d'une valorisation plus importante du fait d'une gestion opérationnelle très cadrée, très rigoureuse, et donc qui fait augmenter la valeur de la société de manière importante. Donc en Afrique, je pense, société non cotée, pour l'instant, tant que le marché n'est pas tout à fait efficient, il vaut mieux être non coté et détenu par une société de venture capital ou de private equity. Merci pour cet éclairage. Hervé, peut-être tu voudrais rajouter un point. Merci, je pense que le professeur a tout dit, mais je vais compléter avec plutôt les données, les data. Globalement, c'est totalement en ligne à ce que vous avez dit, ce que tu as dit Myriam, dans le sens de dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'indices tels que MSCI World qui intègrent les indices d'un certain nombre de pays. Donc la partie émergente, donc les pays émergents,
montre une performance, c'est-à-dire on parle de la partie listée, donc cotée, de 3% rendement annuel sur 10 ans. Sur la partie plus MSCI Europe, on est à 10%. Déjà, on voit qu'entre l'émergent et l'Europe, il y a déjà un gros décalage. Et quand on intègre justement l'indice de performance sur les private equity sur 10 ans, on est à 14%. Donc ça corrobore bien ce que vous avez dit. Alors les 14%, je n'ai pas dit que c'était en Afrique. Donc je pense que Viceo pourra nous donner les datas en Afrique ou en Côte d'Ivoire, mais je ne les ai pas. Maintenant, pour revenir à la partie plus marché et plus locale, on a l'année dernière un indice BRVM qui est de la place d'Abidjan qui a terminé à 28%, qui est un niveau très bon. Et quand on regarde de 2019 à aujourd'hui, on a un rendement annualisé de 8%, ce qui aussi est très correct. Donc on voit aussi que le côté apporte des performances. Et par ailleurs, quand vous allez dans des activités plus granulaires telles que les OPCVM, on arrive à sortir des rendements à 20%, à 10%, ce qui est très correct. Merci. Et d'après vous, quels sont les principaux leviers de création de valeur, que ce soit dans le côté ou non côté? Peut-être que Viceo pourrait répondre à cette question. Oui, merci beaucoup. Je ne poserai pas le côté et le non-côté. Pourquoi? Parce qu'en fin de journée, c'est une entreprise qui doit se développer. Maintenant, la question, c'est de déterminer le niveau de maturité de l'entreprise pour pouvoir activer le levier qui lui paraît le plus efficace. Alors, pour prendre certains leviers, tout à l'heure, vous parlez des opérations, l'efficacité opérationnelle. C'est sûr que lorsque nous avons affaire à une entreprise non cotée, il y a plus d'impact à faire à ce niveau, puisque nous devons aider l'entreprise à améliorer ses opérations, comme on dit, à améliorer sa gouvernance, à pouvoir recruter du monde, ce qui, dans le cas d'une entreprise cotée, n'est plus un sujet, en général. Tout cela est en place. Et lorsqu'il s'agit aussi de se développer aussi sur de nouveaux marchés, lorsqu'on est une entreprise cotée, on a théoriquement l'équipe en place pour pouvoir, on peut dire, chercher de nouveaux marchés, se développer à l'international sur de nouvelles géographies. Lorsqu'on est du non côté, par définition, on a moins de personnes qualifiées et donc il vaut mieux peut-être se concentrer sur le développement de nouveaux produits sur le marché sur lequel on est, plutôt que de s'attaquer à de nouveaux marchés dans un premier temps. La gouvernance, c'est un gros sujet aussi, qui impacte vraiment la croissance des entreprises. Quand on est dans du autre côté, la capacité à recruter du monde de qualité n'est pas évident. Un dirigeant d'entreprise, parce qu'avant tout, nous, dans le créneau où nous sommes, nous avons beaucoup affaire à des entreprises familiales. Et malgré la bonne volonté du dirigeant, ce n'est pas toujours évident d'accepter du sang neuf. Sur papier, ils sont d'accord, mais lorsque vous êtes habitué avec votre épouse et vos enfants à décider au coin d'une table avant le dîner de l'avenir de l'entreprise ou du budget, et que maintenant vous dites il faut préparer un budget, le soutenir, démontrer pourquoi telle option est la meilleure, ce n'est pas évident. Et lorsqu'on vous dit pour le faire, il faut recruter un directeur financier, un contrôleur de gestion, au départ ils disent tous oui, mais à la pratique, il faut beaucoup d'éducation. Donc, c'est des critères, des leviers qui sont un peu, on peut dire, différents entre le côté et le non-côté. Et un critère aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est l'effet de levier. Dans les marchés plus matures, beaucoup d'entreprises peuvent, pour se financer, font recours à la dette. Ici, dans le côté, certaines entreprises peuvent émettre des papiers, tout ça pour se financer. Mais lorsqu'on est dans du non-côté, c'est très difficile d'avoir accès au financement bancaire. En tout cas, c'est très difficile. Et malgré ce qu'on dit, l'entreprise, de nos côtés, le dirigeant, je disais à la fin, pourquoi je dois faire l'effort? Parce que on me dit de bien m'organiser, mais je n'ai toujours pas accès au financement bancaire. Quand je vais à la banque, ce qu'on me demande, c'est si j'ai des terrains à mettre en hypothèque pour pouvoir avoir le prêt. On ne regarde jamais mes états financiers pour se dire cette année il a fait telle marge, l'an prochain il peut faire plus. Donc si on lui passe de l'argent, on a la capacité d'avoir notre argent en retour. Malheureusement, peut-être que c'est un sujet qu'on verra plus tard sur la question, on peut dire, de transparence. Cela impacte, on peut dire, ses choix sur les leviers de croissance des entreprises. Effectivement, on reviendra plus tard sur cette question de transparence. Hervé, tu voulais rajouter un point peut-être? Mais tout à fait, et je vais m'atteler à ne pas faire doublon avec Viceo parce que j'ai envie de dire qu'il a couvert tout. Je vais juste compléter sur 3 points. En l'occurrence, la problématique, la réglementation, la liquidité et l'innovation.
Donc la réglementation, la liquidité et l'innovation qui sont des points complémentaires. Commençons par l'innovation. Lorsqu'on regarde les marchés financiers de façon générale, sans être spécifique à l'Afrique, on se fait le constat. Alors, j'ai eu l'avantage quand même d'être acteur des changements des 25 dernières années. On a vu effectivement une ingénierie financière qui s'est totalement diversifiée et améliorée, et en apportant de nouveaux produits, des produits dérivés qui, on en parlera par la suite, sont aussi un axe de connexion entre le côté et le non-côté. Et après, tout cela a été aussi frémé, encadré par la réglementation qui s'est renforcée depuis la crise des suprêmes. Et quand on prend le côté, il n'y a pas de réglementation, j'ai envie de dire, le côté est très réglementé. Et cette réglementation induit des gouvernances. Et une équipe dirigeante qui dirige, et les asset managers que nous sommes, ou les particuliers qui ont des titres, ne peuvent sanctionner que sur la base du résultat, à la différence du côté où on a le PI qui est très impliqué dans la gouvernance. De l'autre côté, c'est la sanction quand les dividendes, surtout quand on a un marché local qui est axé dividendes. Bon, comme vous n'avez pas de bons dividendes, le lendemain, c'est la sanction 10% en moins. Et ensuite, en termes de liquidité, côté, ça veut dire que vous achetez un titre où le PI achète dans sa période d'investissement. Comme il a indiqué, il doit créer de la valeur. La valeur, ça ne se fait pas en 2 secondes. Et donc, quelque part, l'asset lui-même, il est liquide. Comparé à un côté où demain, vous pouvez vendre un titre parce que quelque part, il y a un marché qui est liquide et en face, il y a un peu de profondeur. Donc, c'était vraiment ma contribution à ce point-là. Très bien, merci. Et peut-on imaginer établir des ponts entre les types d'investissements, entre les deux univers ? Oui, je pense que le point est naturel, puisque toute entreprise cotée a déjà été non cotée, déjà par définition. Donc, c'est comment amener les entreprises, on peut dire, non cotées dans leur développement à envisager cette option. Bon, pour un fonds de PI que nous sommes, nous, le succès ultime serait de pouvoir prendre une entreprise familiale, l'organiser, la développer et la sortir, qu'elle se fasse par la bourse. Cela demande du boulot, cela c'est pas évident, mais je pense que ça doit être, pour nous, pour parler vulgairement, c'est ça le Saint Graal, si je peux dire. Ce n'est pas encore une voie explorée naturellement sous nos cieux, mais nous devons y penser, surtout que lorsqu'une entreprise familiale a réussi à avoir un fonds de PI, il est peut-être parfois plus difficile de gérer un fonds de PI que de gérer des milliers d'actionnaires. Parce que le fonds de PI, chaque trimestre, vous devez fournir un reporting. Ce reporting, il est analysé. Beaucoup de questions sont posées. On vous titille vraiment. Alors que lorsque vous passez cette étape et que vous entrez en bourse, la multitude, bien sûr, il y a un reporting toujours à faire qui doit être plus précis avec un régulateur. Mais vous pouvez être un peu plus dégagé de ce côté par la multitude d'investisseurs que vous avez. Donc, je pense qu'il y a un pont qui peut être tracé, mais il revient aussi, surtout à nous, de construire ce pont, de faire comprendre aux entreprises qui sont dans le non-côté que l'étape ultime de leur développement doit être cela. Merci. Hervé, Myriam, vous voulez rajouter un point sur... Tout à fait. Effectivement, je suis d'avis de dire qu'on a 2 mots qui sont interconnectés et qui sont complémentaires. Déjà, l'approche qui voudrait qu'on sépare le côté non-côté, je pense que c'est peut-être local, mais globalement, des gros asset managers tels que Amundi, tels que le BlackRock, ne raisonnent pas en côté et non-côté. Ils proposent des actifs. Donc, le rôle d'un asset manager, c'est de proposer les actifs les plus performants et il va les chercher là où ils se trouvent. Il se trouve, pareil, en local, que la réglementation a évolué et permet la création de fonds qui s'appellent des fonds communs de placement à risque et qui est régulé par l'AMF, par l'autorité de marché locale, qui, à mon sens, est un lien entre ces 2 mondes. Et ce lien-là aussi peut s'articuler avec les PI sur d'autres axes. En l'occurrence, puisque le FCPA peut investir dans des actifs non cotés. Ça veut dire qu'on peut faire du co-investissement PI et quelque part une entité régulée via du co-investissement. Ça veut dire aussi que demain, les FCPA peuvent aussi être une alternative de sortie pour le monde des PI, et même en termes de structuration. À la fin de la journée, le rôle d'un PI, c'est d'optimiser la performance des equity qu'il met dans une entreprise. Et donc, en gros,
mettre le minimum d'equity, avoir le maximum de parts et avoir du rendement. Comment il le fait? Il fait via de la structuration. Donc il peut être amené, dans certains cas, à soit à requérir de la dette complémentaire via un établissement bancaire ou à penser aux emprunts obligataires. Et ces emprunts obligataires, on les trouve sur un marché listé coté. Donc clairement, pour moi, il y a une complémentarité entre ces deux mondes-là. Oui, moi je pensais à autre chose quand on dit comme ça le pont entre côté et non côté. Je me dis quelqu'un qui investit dans les sociétés cotées, en général, il va chercher la liquidité, la facilité de mobiliser des ressources par rapport à une entreprise non cotée. Quand on investit dans le non coté, on cherche à s'éloigner un peu des yeux du marché qui peuvent être un peu durs. Et de faire peut-être des modifications structurelles un peu plus profondes pour chercher de la croissance interne. Et évidemment, on a envie d'avoir les deux. On n'a pas envie d'avoir l'un ou l'autre. Et donc, il y a effectivement des solutions qui ont été imaginées sur les marchés pour faire le pont entre les deux. Je pense notamment aux SPAC qui sont... ça n'a pas énormément bien marché, mais c'était une tentative pour avoir le côté et le non-côté à la fois. C'est-à-dire que les SPAC sont des véhicules d'investissement qui sont à la base, donc il y a des sponsors qui lèvent des fonds sur les marchés boursiers pour investir ensuite dans des sociétés non cotées. Donc, on a cette facilité de lever des fonds sur le marché financier et on a l'investissement dans le non-coté pour améliorer la rentabilité, pour vendre avec des plus-values, etc. Et donc, je pense que en dehors de ça, il va y avoir plein de produits hybrides qui vont faire le pont de plus en plus entre le côté et le non-coté, comme les SPAC, puisque les financiers ont beaucoup d'imagination pour avoir le bon de chaque côté. Tout à fait. Et Adil, je me permets, pour relancer sur le point de Myriam, il y a aussi un élément important qui a été un tsunami pour l'ensemble de l'industrie cotée ou non cotée, c'est l'ESG. L'ESG, j'ai envie de dire que tout le monde s'y est mis, les pays en Europe, et puis le Covid n'a pas aidé, dans le sens de dire en quoi ça peut être une interconnexion, c'est qu'aujourd'hui, il y a la problématique de la finance durable, et via des véhicules, des bandes thématiques, qui permettent quelque part de fill on the gap sur ces sujets-là. Donc, le pays qui investit dans une entreprise a ses problématiques à résorber en termes de ESG. S'il a besoin de dette, ces dettes-là peuvent être faites via de la dette thématique, un emprunt obligataire thématique. Donc là, ça conforte et ça va dans cette ligne droite de dire qu'il y a du lien. Ça ne va pas être similaire, bien entendu. Parfait. Merci pour ces premiers éclairages. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des similarités, mais il y a tout de même des approches, des temporalités qui peuvent être différentes suivant les classes d'actifs. Mais bon, avant de créer de la valeur, donc encore faut-il pouvoir l'évaluer correctement. Donc je vous propose de parler, si vous le voulez bien maintenant, de la valorisation et cette asymétrie d'informations qu'on peut avoir sur... Ah pardon, je croyais que tu... voilà, donc cette asymétrie d'informations, est-ce qu'elle constitue un frein sur le développement des private equity en Afrique? Oui. Je peux commencer. Oui, alors la réponse est clairement oui. Il y a une opacité informationnelle sur les entreprises qui ne sont pas cotées en Afrique qui effectivement... rend les sociétés de private equity et de venture capital assez méfiantes. Je vais parler d'expérience propre. Quand on est un private equity, ce qu'on veut faire, c'est acheter des parts d'une société et les revendre quelques années plus tard avec une plus-value. Donc la valeur est au cœur de ce métier-là. Et c'est très important d'avoir une valorisation précise à l'entrée et à la sortie. Et donc, comment valoriser une société cotée alors que les informations ne sont pas très bonnes et comment cette opacité effraie les sociétés. Donc, mon expérience de consultante, en fait, si on prend les méthodes de valorisation une par une, si on prend pour montrer les problèmes qui sont spécifiques aux sociétés qui sont en Afrique.
Si on prend les méthodes, pour être très pragmatique, la méthode patrimoniale, c'est-à-dire que on va prendre tous les actifs et les passifs de la société et on va les revaloriser à leur valeur de marché pour voir s'il y a un goodwill ou pas, donc s'il y a une survaleur par rapport à la valeur comptable. Là, on peut, moi en tout cas, pour valoriser une entreprise une fois, j'avais un client, il avait un terrain, très beau terrain, et je lui ai dit, est-ce que c'est la propriété de la société, donc pour pouvoir justement donner une valeur à cette société-là. Et il se trouve que son terrain a fait l'objet d'une expropriation et que son titre de propriété ne correspondait pas du tout au terrain qu'il avait. Donc, comment faire ? C'est assez inédit, mais je crois que c'est pas très anecdotique. En tout cas, lui m'a dit que c'était assez fréquent, que les titres de propriété n'étaient pas toujours, je sais pas, c'est mon client qui a dit ça. Je n'ai pas vérifié, mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, d'assez. On peut se poser la question. Et ça, les investisseurs le savent. Autre chose, autre méthode, si je prends la méthode des DCF, c'est-à-dire que je vais faire des prévisions de free cash flow et je vais les actualiser. Faire des prévisions, déjà dans un environnement assez stable, on va dire, c'est un peu compliqué, mais dans un environnement qui est volatile, où il y a une instabilité économique et politique, où il y a une forte croissance aussi dans tous les secteurs d'activité, c'est assez compliqué de faire des prévisions de flux. Et il y a aussi un autre paramètre qui est le coût du capital, qui en Afrique est plus élevé que dans d'autres pays, parce que la dette notamment coûte plus cher. Or, on sait que la valorisation, elle dépend de manière étroite de ce coût du capital, puisqu'il est un taux d'actualisation qui va déterminer la valeur de l'entreprise. Donc, et je disais que tout ça, c'était des choses qui étaient connues par les investisseurs en private equity. Et moi, je me suis confrontée une fois à... J'ai voulu, pour un client, justement, demander un financement de la part d'un fonds finlandais. Bon, les Finlandais sont peut-être un peu extrêmes, mais on m'a dit carrément, qu'est-ce qui nous prouve que la société existe ? Donc, il y a un degré de méfiance qui est extrême. Effectivement, les Finlandais sont méfiants, mais je suis sûre que si mon client avait été européen, j'aurais pas eu cette question-là. On m'aurait posé d'autres questions, peut-être, mais pas celle-ci. Donc, oui, clairement. Et je crois qu'en 2024, j'ai lu ça récemment, il y a 20% des deals en Afrique qui n'ont pas été jusqu'au bout à cause de ce manque d'information et cette opacité. Donc, effectivement, c'est un réel problème, oui. C'est vrai ce que vous avez dit, mais il faut quand même un peu tempérer. Dit comme ça, c'est comme ça le Far West, c'est la jungle. On ne sait pas ce qui se trouve sur un panier, on ouvre le panier, un jour c'est le crabe, un jour c'est une vipère. Non, c'est pas comme ça, je pense. En tout cas, bien sûr que la symétrie d'information est un frein. Mais jusqu'à quelle mesure c'est un frein? Lorsqu'on est un acteur sur le marché, en tout cas nous à Adiwale, nous avons intégré cela dans notre approche. Lorsque nous approchons une entreprise, nous savons que nous avons un travail à faire de due diligence, et quand due diligence c'est vraiment poussé, nous prenons tout ce qui est aussi bien organisationnel, financier, juridique, nous faisons tout ce travail et nous essayons de reconstituer le business sur quelques années avant nous, parce que ces entrepreneurs ou ces dirigeants que l'on pense être des voyous, des filous qui ne sont pas fréquentables, ils sont très rationnels. Tout à l'heure, j'essayais de le dire, lorsque vous affichez les vrais chiffres et que ça n'impacte pas votre capacité à lever de la dette, pourquoi vous allez continuer à le faire? Autant prendre l'argent directement dans votre poche. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. C'est cette capacité à avoir un incentive à être dans le vrai qu'il faut faire. Et nous contribuons à cela. Lorsque nous approchons une entreprise, très souvent, le cas arrive où vous analysez les chiffres, vous arrivez à une conclusion, vous dites, je pense que c'est ce que vaut votre entreprise. Il vous dit, ah non, c'est pas vrai, moi je fais plus que ça. Il dit, mais oui, mais tu fais plus que ça, c'est pas ce que je vois. Donc maintenant, travaillons ensemble à ce que, on intègre, on peut dire, la normalité. Et lorsque nous serons en train de sortir, votre entreprise prendra de la valeur. Et si demain, vous aussi, vous décidez de vendre une part ou la totalité, là, vous aurez eu le gain de votre transparence.
Et donc, c'est vrai que c'est un frein, mais c'est pas le principal frein au pays, selon moi. Le frein au pays est surtout peut-être sur la rentabilité un peu du pays en Afrique. Les fonds ne sortent pas assez, ne sortent pas à une bonne valo pour pouvoir justifier que d'autres mettent un peu plus d'argent. Parce que lorsque, en fin de journée, vous avez un investisseur qui s'intéresse au marché émergent, il peut bien aussi regarder l'Afrique que l'Asie. Et en fin de journée, c'est son argent qui est en jeu. Il va mettre son argent là où il pense que, bien sûr, il y a moins de risques sur la transparence, mais là aussi, il y a le plus de rentabilité. Donc, c'est les deux qui doivent regarder et non uniquement le sujet de la fiabilité des comptes. Ça peut se travailler. Si on prend les bonnes personnes et on pose les bonnes questions. Et au-delà des comptes, je me suis un peu long, mais c'est avant tout aussi la capacité à interagir avec un dirigeant d'entreprise. Lorsqu'on fait de nos côtés, et quand c'est des entreprises familiales, il faut apprendre à connaître la personne. Tout à l'heure, le panel qui est passé avant l'a dit, au-delà un peu des chiffres, de la documentation juridique, il faut apprendre à se connaître. Et de là naît la confiance. Et il y a beaucoup de cas comme ça qui sont arrivés où la personne se confie à vous. Pourquoi est-ce que j'ai fait ceci par le passé? Des fois aussi, c'est par honnêteté envers un petit elle-même et sa famille. Lorsque on dit écoute, je vais pas tout déclarer aux impôts parce que sous d'autres yeux, mes concurrents qui arrivent sur mon marché profitent de certains avantages que moi j'ai pas. Le seul moyen que j'ai pour rattraper, c'est de faire ainsi. Donc, il y a tellement de sujets à regarder pour s'assurer qu'on est vraiment aligné. Et je pense que lorsqu'on rentre dans ça, le problème de l'asymétrie peut se régler à l'entrée et après aussi chemin faisant. Parce que chemin faisant, il y a le reporting qu'il faut mettre en place. Aider l'entreprise. Une entreprise qui a fonctionné à succès pendant 15 ans sans un bon système de reporting, ce n'est pas naturel pour le dirigeant de se dire que cela est indispensable. Puisqu'il a eu le succès sans cela. Il faut lui expliquer pourquoi que c'est important, pourquoi est-ce qu'ensemble nous devons le faire, l'aider à le mettre en place et lui démontrer qu'avec un bon système de reporting, avec le bon système d'information, on peut mieux détecter les leviers de création de valeur, où est-ce qu'il faut aller améliorer les marges, ou quels produits il vaut moins vendre peut-être. Ouais. Parfait, merci. Tu as même anticipé la question que je voulais poser. Comment fiabiliser justement cette valorisation? Parce qu'on voit tous des dossiers où forcément tous les entrepreneurs, ils ont une croissance qui est exponentielle, verticale, avec des coûts qui sont toujours linéaires. Mais voilà, c'est avec des bons outils, un bon reporting, etc., on peut y aller. C'est très bien. Bon, alors j'aimerais. Je peux. Excuse-moi. Oui, rapidement parce que j'aimerais qu'on avance. Parce oui, je n'ai jamais voulu dire que c'était des filous et que c'est pas ce que j'ai dit, bien sûr. Parce que j'ai eu l'impression que non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé. Mais c'est un peu l'image que de l'extérieur certains peuvent avoir. Bien sûr. Et puis c'est un peu normal aussi. Ceci dit, il y a des filous. Ceci dit, il y a des filous quand même. Certainement, voilà. Comme partout. Oui. Très bien. Bon, j'aimerais qu'on avance un petit peu. Bon, créer de la valeur, c'est très bien. Bien l'évaluer, c'est encore mieux, c'est essentiel. Maintenant, il faut pouvoir réaliser cette valeur. Donc maintenant, si on peut traiter un petit peu un sujet un petit peu délicat, c'est la stratégie de sortie de liquidité. Bon, j'ai entendu ce matin, il y a plusieurs panels qui en ont parlé. On va continuer à discuter de ce sujet-là. Comment préparez-vous une entreprise à créer de la valeur jusqu'au bout, jusqu'à la sortie? Vicéo, peut-être? Oui, c'est un peu un gros thème. Nous, à Diwali, au-delà de l'argent que nous apportons, nous disons que c'est le sujet essentiel. Si vous mettez de l'argent et qu'il n'y a pas de création de valeur, votre argent ne prendra pas de la valeur, justement, et à la fin, vous serez collé. Pour créer de la valeur, nous travaillons en collaboration avec l'entrepreneur. Lorsque dès l'étape de due diligence, lorsque nous avons les conclusions, nous les partageons avec lui et disons voilà, qu'est-ce que tu penses que nous devons faire pour améliorer, je peux dire, les performances de ton entreprise. Donc ensemble, nous définissons ce point de création de valeur parce qu'il faut faire cette très attention, ne pas donner l'impression d'être un professeur
On sait tout. Nous, on ne sait pas tout. Si je savais tout, sûrement que j'aurais peut-être créé mon industrie. Il y a des choses que je sais comment faire des calculs, je sais des sujets sur le management, mais je ne sais pas tout. Donc, il faut être humble dans son approche, pouvoir discuter avec l'entrepreneur, se mettre d'accord sur un plan de création de valeur. Et très souvent, le premier axe de ce plan, c'est le renforcement du management. Il faut les bonnes personnes aux bonnes places. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cela, il faut l'attaquer au plus vite. Souvent, on parle de quick wins. Des fois, il faut très vite dire, est-ce que j'ai besoin d'un directeur financier très solide? Est-ce que j'ai besoin d'un directeur commercial pour savoir sur quel marché aller? Est-ce que j'ai besoin d'un directeur des opérations pour pouvoir seconder le dirigeant? Parce que quand l'entreprise va grossir, le dirigeant ne pourra pas tout faire tout seul. Souvent aussi, c'est une limite à la croissance. Et lorsqu'on a défini cela, il faut travailler avec lui à mettre cela en place. Et quand on met cela en place, il y a un sujet aussi qui est très important au niveau des entreprises familiales, c'est la gouvernance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les décisions sont vite prises avant. Il faut s'habituer à expliquer pourquoi est-ce qu'il faut passer par des fois un comité stratégique pour mûrir l'idée, pourquoi il faut passer en conseil pour avoir l'adhésion, on peut dire, du board, et pourquoi il faut faire tant. Ça aide aussi, par exemple, lorsqu'il s'agit d'aller lever de la dette bancaire, par exemple, le fait d'avoir une meilleure gouvernance facilite les choses. Et lorsqu'on a fait ça maintenant, il faut se dire, mais avec tout ce que j'ai comme équipe en place, est-ce que j'ai le bon système d'information? Souvent, c'est un point qui est négligé, ça coûte cher. On se dit, mais peut-être qu'il vaut mieux mettre cet argent-là pour développer un produit que d'aller développer un système d'information. C'est ce système d'information qui, enfin, permet de prendre toutes les bonnes décisions. Aussi bien pour savoir quel produit marche bien, quel produit il faut abandonner, le reporting. C'est le système d'information qui permet de le faire pour pouvoir, on peut dire, apprécier la performance de l'entreprise. Et un sujet qui n'est pas souvent mis en avant, mais a été dit tout à l'heure, c'est les sujets environnementaux et sociaux. C'est des gros, on peut dire, leviers de croissance de nos jours. Une entreprise qui améliore ces sujets, le ESG, peut déjà éviter les pénalités, avoir un cadre de vie, on peut dire, un peu plus agréable pour ses employés, donc la productivité s'améliore. Et lorsqu'on a fait tout cela, la sortie, si je suis un fonds d'investissement et que je viens racheter une entreprise qui a déjà mis tout cela en place, je suis tenté de payer une prime. Parce que je sais que je n'ai plus tout ce travail à faire. Donc, c'est ces effets, on peut dire, de création de valeur qui vont faciliter demain la sortie. Hervé, toi, qu'est-ce que tu vois comme stratégie réaliste de sortie actuellement en Afrique? Merci. Effectivement, avant de faire le focus sur l'Afrique, je vais ouvrir un peu le champ du possible. Ça permet de mettre l'Afrique au milieu d'un système économique global. Donc, en termes de sortie, le constat, c'est que 50 à 60% des sorties dans le monde se font via des clients stratégiques. Donc, en gros, un tiers, personne morale ou physique, qui est intéressé pour l'acquisition. Donc, c'est à lui que le PI va céder. Ensuite, de 20 à 30%, on est via du M&A, donc rapprochement d'entreprises, stratégie de croissance. Et après, on voit que toute la partie IPO de 10 à 20%, c'est-à-dire sortie par le marché, vient en troisième. Et donc, quand on plante ce décor, on peut avoir ce sentiment qu'il y a une homogénéité en fonction des régions, ce qui n'est pas le cas. Je vais commencer déjà par l'Afrique. Le gros, et ça, ce sont les statistiques de l'AFCA, qui est l'association des private equity en Afrique, qui dit clairement qu'en Afrique, le dernier qui vient en termes de sortie, donc c'est l'IPO, mais c'est très faible. Très faible. Très peu de sorties par le marché via les bourses du Caire, de Johannesburg et de Casa. Ce sont les principales bourses dans lesquelles il y a des IPO aujourd'hui. Donc voilà, on espère qu'un pays fera une sortie sur notre BRVM. Je pense que c'était l'intérêt pour tous. Et par ailleurs, lorsqu'on regarde sur d'autres régions, on prend l'Europe et les US, on a un schéma identique. En l'occurrence, comme j'ai indiqué, partenaires, clients stratégiques, M&A et IPO. Et quand on se tourne vers l'Asie, c'est un décor tout à fait différent. Et parce qu'en Asie, les premières sorties des private equity, c'est le marché. Donc en Asie, il y a 27 000 entreprises qui sont listées dans le marché.
Le deuxième continent ou pays qui suit, c'est les US, avec 8000. C'est montrer que, quelque part, le monde du private equity est totalement, j'ai envie de dire, dans l'ADN en Asie. Je pense que ça peut... il y a des explications, je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder la question aujourd'hui. Et après, effectivement, on a des rachats, des sorties via d'autres axes. Donc, globalement, voici le décor que je voulais planter. Et bien sûr, j'ai parlé aussi de l'Afrique. D'accord. Et donc, les IPO restent très minoritaires en Afrique, mais dans moyen, long terme, est-ce que ce serait une option crédible ? Je pense que l'option est crédible, mais à court terme, ça ne sera pas l'option de sortie la plus facile pour les fonds de PI. Moi, je pense que l'option de sortie qui doit être privilégiée ou du moins encouragée, c'est les secondaries, parce que nous sommes en train de construire un écosystème. C'est comme dans la jungle, hein, là, c'est qui mange qui. Lorsqu'on est un fonds, je dis mid-cap ou un fonds PME, notre sortie doit pouvoir se faire sur un fonds un peu plus large qui doit pouvoir prendre le relais et continuer à financer la croissance de l'entreprise et ainsi de suite. Donc je pense que c'est une avenue qu'il faut vraiment considérer dans notre marché pour que ce marché puisse se développer. Le IPO, c'est intéressant, on aimerait tous en faire, mais le temps qu'on puisse avoir, on peut dire, cet alignement d'intérêts et que maintenant on a de plus en plus de fonds en Afrique, il faut qu'on puisse vraiment pousser sur ce levier des secondaries. Et d'ailleurs, en termes de est-ce que c'est pertinent demain ? Je pense que oui, c'est pertinent. Maintenant, effectivement, tout est une question d'opportunité, tout est une question de marché, parce que globalement, sur d'autres places, les IPO généralement interviennent quand les marchés sont haussiers, et c'est une façon un peu plus simple en émettant un flottant, parce qu'en réalité, dans le marché, les flottants sont plutôt faibles. Un private equity qui est majoritaire, par exemple, sur le marché, il peut toujours garder sa majorité en mettant un flottant beaucoup plus faible. Et ce flottant qu'il met dans le marché peut lui permettre plusieurs choses dans sa stratégie. Ça peut lui permettre de sortir, par exemple, un actionnaire qui a envie de sortir. Ça peut lui permettre de se désendetter, donc pour accroître encore la performance des equity qui sont là. Mais toute une question d'opportunité, et comme VCO l'a dit, il y a un processus. Et je pense que pour l'instant, on est peut-être loin de la conclusion, mais il ne faut pas désespérer. Si je peux compléter, oui. En termes d'opportunités justement et de ce qui peut venir dans les années vraiment à venir là maintenant en Afrique, moi je pense plus au rachat à des sociétés internationales qui en a tellement qui veulent s'implanter en Afrique que je pense que c'est une sortie possible qui est tout à fait envisageable et qui est même à encourager encourager je sais pas, après ça dépend des vendeurs, mais c'est une possibilité, c'est une opportunité qui va être de plus en plus en croissance les prochaines années, je pense. Oui. Parfait. Bon, je vois que l'heure tourne. Avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde un dernier thème. C'est les thèmes d'avenir. Donc, j'aimerais qu'on voit ensemble quels sont les secteurs porteurs, quel rôle joue la tech, le digital, même l'intelligence artificielle dans la création de valeur en termes au court terme, long terme en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les secteurs africains aujourd'hui qui offrent les meilleures perspectives de création de valeur ? Si je peux jeter à l'eau en premier, déjà nos pays sont des pays en construction. Donc quasiment tous les secteurs sont des secteurs de croissance. Donc il ne faudrait pas qu'on ait peur, on peut dire, de se dire cela. Mais une fois qu'on a dit cela, après chaque acteur a ses stratégies. Nous considérons trois gros secteurs. Tout ce qui est lié à la consommation, nous sommes des pays jeunes avec on peut dire une population grandissante, une classe moyenne qui émerge, on peut dire dans plusieurs pays. Donc tout ce qui est lié à la consommation, je pense que c'est à regarder. Et en pensant consommation, nous pensons également à l'éducation et à la santé. Sous d'autres cieux, on n'envoie pas ses enfants à l'école parce qu'on a beaucoup d'argent, parce que ça doit se faire. Ici, on choisit l'école en fonction de ses moyens.
Donc, on a des réflexes de consommation, d'un point de vue de consommation pour l'éducation. Et donc, je pense que c'est un secteur dans lequel les acteurs, aussi bien institutionnels que privés, doivent investir. C'est ça qui fera demain nos économies, des gens bien formés. La santé, si on n'est pas en bonne santé, on ne pourra pas faire grand-chose malgré l'éducation qu'on a réussi. Et également le secteur des services aux entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent sous nos cieux, mais qui elles-mêmes manquent de prestataires pour les soutenir dans leur propre croissance. Vous avez, peut dire, ce hôtel qui est très joli. Si vous n'avez pas un bon prestataire de la climatisation, de l'électricité, de la plomberie, cela risque de partir très vite, on peut dire, dans tous les sens. Donc tout ce qui est lié au service aux entreprises, la logistique. Beaucoup de nos pays ont construit beaucoup d'infrastructures portuaires, mais très souvent on oublie la logistique qui doit faire acheminer le produit qui arrive dans nos ports, peut-être jusqu'au client final. Donc c'est des choses que nous regardons. La pharmacie, produire des produits basiques de pharmacie, de médicaments qui peuvent servir à nos populations. Et en troisième lieu, le secteur industriel, l'industrie, bien sûr. Il y a les coûts des facteurs qui sont ce qu'ils sont sous nos cieux, donc on n'est pas forcément compétitif par rapport à des produits qui arrivent d'Asie, mais il y a toujours des niches qu'on peut trouver pour être, on peut dire, compétitif. Pour la tech, je vais peut-être laisser d'autres en parler. Merci Viceo. Écoutez, pour la tech, je pense qu'effectivement, quand Viceo a listé, il n'a pas mis la tech. Donc clairement, ça veut dire que l'Afrique n'est pas encore au même niveau de développement. Et à Justy, dans la précédente question, il a parlé d'étapes. Donc on n'est pas encore dans ces étapes-là. Mais par contre, je fais quand même un clin d'œil au travail que Jean-André fait avec son incubateur à Yamoussoukro, c'est de la tech. Et Sherpa Courtage, ça provient aussi de la tech. Donc j'ai envie de dire qu'il y a des actions qui sont faites. Maintenant, pour remettre le débat un peu plus global, on fait le constat que ces dernières années, sur 2022-2023, il y a 700 milliards de dollars qui ont été orientés sur la tech, par les fonds tech. Et tout ça a permis d'accompagner toute la transformation digitale qui s'est opérée dans le monde. Et alors, je pense qu'on a tous souffert et subi le Covid. Teams, aujourd'hui, les gens travaillent de chez soi. Mais tout ça, c'est grâce à ces financements que les private equity dans le monde ont pu orienter vers la tech. Et c'est ça, en fait, comment on arrive à amener tous les processus, ça peut être du digital et autre chose, à l'autre étape, les cutting edge technology. Et c'est ce qui se passe à l'international. Et il y a aussi d'autres axes, on parle de la tech, mais il y a aussi la partie health, santé. Donc ça, c'est très développé. En l'occurrence, comment de chez soi, j'arrive à prendre mon téléphone et puis à faire une prise de sang, à voir ce qui ne va pas, à envoyer une image à mon médecin et déjà me traiter. Mais ça, c'est le résultat aussi des financements des fonds private equity. Et puis après, l'IA, ce n'est plus à raconter, c'est global. J'aimerais quand même partager, j'appellerai pas ça une anecdote, mais un retour de conférence à laquelle j'ai participé. C'était donc il y a une dizaine d'années à la Société Générale. J'étais donc salarié à la Société Générale et le management recevait tous les cadres, en fait tous les managers. Et là, on avait donc Vincent Mortier, le patron de la banque par ailleurs, et Vincent est l'actuel DGA de Amundi Asset Management et le Chief Investment Officer de Amundi Monde. Et à ce moment-là, on nous avait raconté que, alors suite à une visite qu'ils faisaient sur la côte est en Californie, ils sont revenus assez inquiets. Ils nous ont dit, écoutez, les GAFA, donc les grosses boîtes, Facebook, Amazon que vous connaissez, ont les data. Ils ont la technologie, mais ce n'est pas des financiers pour l'instant. Et donc, en gros, leur crainte, c'est de dire, qu'est-ce qui va se passer quand ceux-là réuniront tout ? Ils vont nous prendre les parts de marché. C'est ce qui s'est passé 10 ans après, puisque la FinTech a explosé. Et qui était à la tête des FinTech ? C'est ces boîtes qui avaient la data. Donc la technologie est un élément important. Et puis je pense que l'Afrique, progressivement, va suivre. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir les panélistes, le modérateur ? Si vous le permettez, on va
demander à un membre de l'audience de poser une seule question. Oui, vous. Et la question vient de Jean-André Aipo, commissaire général de ce dit événement. Non, c'est pas tant une question que ça. Je voulais revenir un peu sur les stratégies de sortie des fonds. Gérard disait tout à l'heure que c'est en Asie qu'ils font plus d'IPO. Déjà, le private equity tel qu'on le connaît, il a été créé aux États-Unis. 1946, général Doriot, le gars qui a créé l'INSEAD, le premier MBA européen. C'est ce gars-là qui a créé le premier fonds de private equity au monde, tel qu'on le connaît, tel qu'il est structuré. Et les Asiatiques font plutôt ce que les Américains font. Lorsqu'on crée un fonds aux États-Unis, la stratégie sous-jacente, c'est de trouver la pépite qui va devenir le Facebook de demain, le Microsoft de demain, le Apple de demain. Donc tout le monde veut sortir par la bourse. C'est quand ils n'arrivent pas à sortir, faire des IPO, qu'ils vont vers le M&A. Donc c'est ce qu'ils font aux États-Unis qui a été répliqué plus tard en Asie. En Europe, où la pratique du private equity est beaucoup plus avancée dans la partie anglo-saxonne de l'Europe, dans l'Europe continentale latine de l'Europe, ils n'ont pas l'IPO dans la stratégie. Ça fait même pas partie de leur stratégie. Eux, ils veulent toutes les possibilités qui peuvent leur permettre de faire de la valorisation en sortie. C'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus de, comme il dit, des secondaries ou bien des M&A. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est les professionnels du métier qui sont ici, vu la profondeur de nos marchés boursiers, parce que nos marchés boursiers, en réalité, ne sont pas aussi profonds que ça. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un mécanisme qui permette aux fonds de private equity qui sont là d'avoir comme perspective de faire des IPO dans 10, 15, 20 ans, parce qu'en réalité, on ne peut pas créer le marché boursier en Afrique ici en moins de 5 ans ou 6 ans, au vu même de... le marché est petit, en fait, donc au vu de l'étroitesse du marché. Comment est-ce qu'on peut faire travailler le marché public et le marché du capital privé, qui est animé, lui, par les fonds de private equity, pour que le marché du capital privé soit soit un marché qui envoie sur le moyen, le long terme, beaucoup plus d'entreprises sur le marché du capital public pour renforcer, au fait, nos entreprises qui sont nos bourses. Parce que nos bourses, elles ont des entreprises, surtout dans la partie francophone, c'est 40 entreprises, 43 entreprises, et ça peut rester comme ça, 40, 43 pendant 10, 15, 20 ans. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer donc cette valeur-là continuelle? Je pense que c'est un travail qui doit être fait par beaucoup de gens, et en premier lieu, peut-être les intermédiaires, les brokers. Nous avons eu la chance ou le mérite d'avoir une entreprise dans notre portefeuille qui était intéressée par la sortie en bourse. Mais cela n'intéressait pas les brokers, parce que les montants en jeu étaient plus faibles que ce qu'ils gagnent en faisant des papiers d'État. Donc il faut que collectivement nous nous posons la question, est-ce que nous voulons vraiment développer notre économie? On ne va pas accuser l'État. L'État a besoin de ressources pour se financer. Mais lorsque l'État aussi crée un effet d'éviction sur ce marché, nos intermédiaires doivent aussi accepter de travailler avec nous pour promouvoir cette voie de sortie. Bien sûr, au départ, il n'y aura que quelques-uns, mais c'est les premiers qui vont faire en sorte qu'il y en aura plus, l'appétit va être plus grand et il y en aura plus. Donc, moi, je pense que s'il y a des brokers dans la salle, il faut que ensemble on travaille pour cela, qu'on travaille les papiers pour qu'on puisse montrer que
que c'est un actif qui est très peu rentable. Tout à l'heure, vous l'avez dit, la rentabilité de notre côté est supérieure dans les pays émergents aux côtés. Mais c'est comment travailler ensemble pour pouvoir démontrer cela aux investisseurs institutionnels que c'est une voie à suivre pour leur, on peut dire, investissement. Alors, sur ce point, je prends la balle au rebond, Vicio. Donc, je pense qu'il y a des brokers dans la place qui seraient ravis. Donc, en tout cas, Phoenix Capital serait ravi de faire un IPO, puisque c'est l'ambition de cette EGI qui a à sa tête donc Didier Affine. Donc, je passerai le message à Didier. Je lui dirai que Adi Wallet a une IPO à faire et on serait ravis d'en discuter. Alors, plus généralement, effectivement, on a une problématique de profondeur de nos marchés. Dont acte, effectivement, il y a 4 ou 5 titres qui arrivent à avoir des volumétries en daily autour de 50 millions. C'est un frein. Mais à la fin de la journée, on a de grands groupes qui sont listés dans les 47. Il y a des gros groupes. Donc, et le cadre réglementaire existe. Et je rappelle qu'il n'y a pas plus d'1 mois ou 2, alors c'est BI2C, je pense, du Bénin, la loterie du Bénin, c'est ça, hein, alors qui sort du public dans le marché. Donc oui, il y a un appétit. Oui, il y a un cadre réglementaire. Et comme tu l'as indiqué, ensemble, on va y arriver. Mais je prends déjà la balle au rebond pour ce deal en particulier. Si je peux continuer et rajouter juste un tout petit point, il faut développer la culture boursière plus généralement pour développer tout le marché financier et tout viendra ensemble si on habitue les gens à démystifier l'investissement en bourse. Je pense qu'il y aura plus de dynamisme et que ça attirera peut-être aussi bien les entreprises que les investisseurs et ça régulera la profondeur du marché, la liquidité, la transparence et tout ce qui reste. Parfait. Merci beaucoup pour. J'étais ravi de modérer ce panel. Merci pour nos 3 panélistes, pour leur disponibilité, pour leur générosité et le partage de leur expertise. Merci à toi. Voilà, j'espère que vous avez pu voir que la valorisation, c'est pas qu'une simple affaire de multiples. C'est tout un équilibre entre la vision, l'humain, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore à Jean-André. Merci à tous les organisateurs de vous avoir proposé ce thème très très riche. Merci. Merci. Please, can we put our hands together for our panelists? Thank you so much for that wonderful intervention on listed and unlisted assets, how to create la photo de famille. How to create more value.